Bonjour, nous sommes le lundi 18 mars 2024 et nous allons parler de température et de Brésil. Le Brésil suffoque, jusqu'à 62,3 degrés Celsius ressenti à Rio, un record. 62,3, hein. C'est des températures infernales. La vague de chaleur qui touche l'Amérique du Sud depuis le début de l'année a fait grimper la température ressentie à un niveau record de 62,3 degrés Celsius à Rio de Janeiro, au Brésil, ce week-end. Oui, parce que chez eux, ils sont en été, vu que c'est l'hémisphère sud. Alors que nous, on est en hiver. Enfin, il y a un hiver relativement doux. Alors que la pluie menace dans le sud du pays. Évitez toute exposition prolongée au soleil, hydratez-vous. Bon ben ça, c'est même éviter toute activité hein, à ce niveau de température. Avertit sur X le système d'alerte municipale de Rio en annonçant une température ressentie de 62,3 degrés Celsius à 9h55 local à Guaratiba, un quartier de l'Ouest, après 60,1 degrés Celsius la veille, un record depuis que ce type de mesure a commencé en 2014. À 2014 seulement. C'est des températures très élevées, ça fait penser aux températures qu'il y a parfois, souvent même, en Inde. La zone ouest de Rio est composée de quartiers pauvres, excentrés et mal desservis, où vit plus de 40% de la population de cette ville, de plus de 6 millions d'habitants. Oui, la ville en elle-même, ça fait 6,8 millions d'habitants, et l'agglomération, la banlieue, ça fait 12, 8, quasi 13 millions. Avec une température réelle maximale de 42 degrés Celsius dimanche, la température ressentie est montée au plus haut même dans le quartier résidentiel du jardin botanique et dans le sud de Rio, privilégié avec sa nombreuse végétation et où la température ressentie est montée à 57,7 degrés Celsius. C'est quand même c'est insupportable. Bientôt les gens devront vivre sous terre. Nous essayons de nous protéger, d'aller dans un endroit plus ouvert avec la mer, mais il faut faire quelque chose, a confié à l'AFP une habitante de Rio, Raquel Correa, 49 ans, dans un parc du centre. J'ai très peur que cela empire, car la population augmente beaucoup et la déforestation est très importante en raison de l'augmentation du nombre de logements, a-t-elle ajouté. Oh ben ça va faire que augmenter. Hein. Quand il disait que là on a déjà dépassé les 1,5 degrés Celsius de réchauffement global, 12 mois d'affilée. Donc ça c'est déjà cet objectif-là est déjà mort. Là les 2 degrés Celsius de réchauffement global, c'est sur le point d'être aussi dépassé. Et alors qu'on est qu'en 2024. Hein. On est bien loin de 2100. Emblématique de Rio, les plages d'Ipanema et Copacabana étaient noires de monde dimanche. Beaucoup ont également trouvé refuge au parc de Tijuca, véritable poumon vert en pleine ville. À Sao Paulo, c'est une autre ville du Brésil qui est très importante, c'est une mégapole de 12 ou 15 millions d'habitants, c'est à peu près, c'est légèrement plus nombreux qu'à Rio. À Sao Paulo, plus importante ville d'Amérique du Sud, avec le double d'habitants de Rio, plus de 12 millions, ouais c'est la ville en elle-même, mais avec l'agglomération ça doit être dans les 20-25. La journée de samedi a été la plus chaude de l'année avec un mercure qui a grimpé à 34,7 degrés Celsius. Ouais, le problème dans ces régions-là, c'est des régions tropicales, et là-bas l'humidité est élevée. Et donc une température de plus de 30 degrés avec une humidité de 70-80%, le corps se refroidit très mal. C'est la température la plus élevée pour un mois de mars depuis que l'Institut national brésilien météorologique, INMET, a commencé ses mesures en 1943. Bon, ça fait 80 ans environ. La journée de dimanche a apporté un soulagement à peine perceptible. Le thermomètre est redescendu à 34,3 degrés Celsius au niveau du précédent record pour un mois de mars enregistré en 2012. Là encore, les parcs de la métropole la plus peuplée du Brésil ont fait le plein. Beaucoup se sont aussi lancés à l'assaut du littoral, provoquant des embouteillages monstres aux portes de la ville jusqu'à former une file de 20 km de voitures selon les médias locaux.
Oui, surtout avec une densité de population aussi élevée sur une surface aussi faible. Et donc avec la pollution, les émissions de gaz à effet de serre, ça augmente encore la température. Avant, nous avions pas une telle chaleur. Ça a beaucoup changé depuis quelque temps. C'est plaint auprès de l'AFP Vanusa Maria Estevan, une habitante de 40 ans. Oui, c'est surtout, si on regarde les températures moyennes au niveau mondial, c'est surtout ces 40-50 dernières années que ça a commencé à avoir beaucoup de records. Depuis, soi-disant, depuis le choc pétrolier. Inondations au sud. Dans le sud du Brésil, c'est au contraire la pluie qui menace. Des précipitations extrêmes devraient continuer cette semaine, ont mis en garde les autorités. Oui, c'est des effets extrêmes, extrême chaleur et sécheresse d'un côté et extrême pluviosité de l'autre. La semaine sera à risque élevé de fortes pluies et d'orages dans le centre-sud du Brésil. A averti dimanche l'agence d'information météorologique Metsul. Le système le plus préoccupant est un front froid très intense qui arrivera avec des pluies torrentielles et de possibles coups de vent, a-t-elle ajouté. Certaines localités de l'état du sud du Rio Grande do Sul enregistrent des volumes de précipitations exceptionnellement élevés. À Uruguaiana, la ville la plus touchée de l'état, a diffusé des images de rues inondées et d'autobus à moitié dans l'eau. Oui, comme la chaleur est très élevée, l'évaporation est par conséquent également élevée, et donc dès que ça rencontre des fronts froids, il y a des précipitations colossales, et ça arrive à avoir en quelques heures ou une journée des précipitations de 3 mois cumulées. Jusqu'à 500 mm d'eau pourrait tomber. 500 mm, c'est un demi-mètre. Donc c'est mesuré par un mètre de côté, sachant qu'un mètre cube c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc 500 mm c'est deux baignoires. Une baignoire c'est 250 litres. Donc sur 1 mètre carré, il y a 500 litres qui tombent. Selon Metsul, alors qu'en février, l'état de Rio Grande do Sul suffoquait de chaleur en raison d'un dôme de chaleur extrême en provenance d'Argentine. Ah, il y a quelques années, il y avait un dôme de chaleur, c'était au Canada. C'était aux alentours de Vancouver, dans la région de Vancouver, où il y avait un dôme de chaleur extrême et des températures de plus de 50 degrés et des feux de forêt titanesques. Les experts attribuent ces phénomènes extrêmes et l'instabilité météorologique au changement climatique et au phénomène El Niño qui touche le cône sud de l'Amérique latine, en pleine période estivale, provoquant des incendies de forêt au Chili. Oui, c'était les incendies de forêt, c'était au début février, au courant février. Et également au Texas, alors qu'au Texas c'est l'hiver. Et de l'autre côté, en Californie, il y a eu des chutes de neige exceptionnelles. Alors que c'était l'année dernière, c'était la sécheresse. Passe d'un extrême à l'autre. Le climat actuel s'est déjà réchauffé d'environ 1,2 degrés Celsius par rapport à 1850-1900, causant une augmentation des périodes de sécheresse, d'inondations et de vagues de chaleur. Alors ici on a un extrait de Valérie Masson-Delmotte, météorologue, qui est très connue dans le milieu, et des personnes qui suivent ce genre de sujet. Est-ce qu'il faut se préparer au pire? Ouais, déjà, est-ce qu'il faut se préparer au pire? Oui, mais déjà comment aussi? On est déjà dans une situation qui est grave et qui va s'aggraver. Bon, c'est que le début. Faut dire qu'on est qu'en 2024 et d'ici 2100, et qu'est-ce qu'ils prévoient comme augmentation de température? C'est juste des prévisions, ils n'ont pas encore toutes les données. Face à des Mais c'est sûr que qu'est-ce qui était prévu qui arriverait vers 2040-2050 arrive déjà. changements climatiques qui affectent chaque région du monde. On voit qu'on est dans une situation qui est grave, qui va s'aggraver à mesure du niveau de réchauffement planétaire, ce qui montre l'importance d'agir à grande échelle le plus rapidement possible. En fait, on peut agir à la fois sur les causes et les conséquences. Donc, agir sur les causes, c'est réduire les émissions, bien sûr, de gaz à effet de serre et aussi à la déforestation, et puis réduire les émissions de méthane
Et puis agir sur les conséquences, eh bien, c'est prendre chacune des caractéristiques majeures de risque, mettre en place des stratégies d'action qui vont permettre de réduire ces risques. Par exemple, pour les extrêmes chauds qui sont amplifiés dans les villes, on peut travailler sur le confort thermique des bâtiments, on peut travailler sur les îlots de fraîcheur dans les villes, notamment en les verdissant. Si on prend l'exemple de la pénurie d'eau, donc il y a tout le travail sur les techniques d'agroécologie qui permettent de davantage stocker par exemple de l'humidité dans les sols. Les éléments scientifiques ils fournissent des caractéristiques des évolutions à venir. Et pour moi, l'urgence, c'est vraiment d'intégrer ces connaissances dans la prise de décision aujourd'hui pour pouvoir agir non pas le dos au mur, mais construire les conditions d'avoir une économie sobre en carbone le plus rapidement possible, et puis d'avoir également une société qui soit plus résiliente face à un climat qui change. Le revirement stratégique. On verra déjà comment ce sera pour cet été pour nous, parce que déjà on est à 3 jours du printemps, donc on a déjà des températures estivales depuis quelques semaines. L'hiver n'a pas été vraiment un hiver dans l'Hexagone, à part sur quelques endroits où il a neigé récemment. Sinon, globalement, l'hiver était relativement très doux. On verra cet été comment il sera. Mais oui, les solutions, ce serait déjà réduire la production mondiale, l'extraction de toutes les matières fossiles cramées, comme le pétrole, le charbon. Et donc oui, réduire la voilure pour éviter une pollution qui est déjà dramatique. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.